Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Margot Bernard du cluster Indura. J'anime iRisк. On est ensemble aujourd'hui pour un webinaire autour du sujet des crues torrentielles, processus en jeu, caractérisation de l'aléa et outils de surveillance. Donc, ce webinaire est organisé avec la DREAL et Vigicru et INRAE. On est ensemble pendant 1 heure. Donc, iRisk, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une communauté collaborative d'intérêt dans le domaine des risques naturels gravitaires et qui a pour objet le développement de compétences de recherche appliquée et d'innovation. Donc, les partenaires d'iRisk ont décidé de maintenir une chaîne de connaissances qu'on a appelée Web iRisk et qui a pour vocation donc, de porter à la connaissance du plus grand nombre les méthodes, les outils, les approches et les expériences capitalisées donc en recherche et au niveau opérationnel. Pour ce webinaire, donc on va avoir la présentation des intervenants. Pendant tout le temps du webinaire, vous pouvez poser des questions dans le module QR. Donc vous les écrivez dans le module QR et on les reprendra à la fin de la présentation pour des échanges. Vous pouvez aussi lever la main, ce qui me permettra donc de vous donner la parole et d'avoir des échanges un peu plus interactifs. Alors donc, pour parler des crues torrentielles, on est avec Alain Gautron et Alain Reking. Je vous laisse vous présenter en quelques mots, peut-être Alain Gautron en premier. Oui, bonjour, donc Alain Gautron, je suis responsable du service de prévision des crues Alpes du Nord à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un service en fait qui participe au dispositif Vigicru, qui est le dispositif de surveillance des crues mis en place au niveau national par le ministère de la Transition écologique. Merci. Bonjour à tous, moi je suis Alain Reking, chercheur en hydraulique torrentielle à l'UR Etna à INRAE Grenoble. Merci. Et ben, je vous laisse la parole tout de suite pour, euh, pour la présentation. C'est bon, du coup, vous voyez bien? C'est bon. Bon, bienvenue à ce séminaire sur les crues torrentielles, processus en jeu et surveillance. Donc je vais vous présenter, je clique là-dessus. Alors le plan de notre intervention aujourd'hui, ça sera donc après l'introduction, on va vous présenter l'aléa torrentiel, on va essayer de le caractériser. Ensuite, on vous présentera les conditions d'occurrence de l'aléa torrentiel et enfin, on finira par une partie sur les outils pour la surveillance et la prévention. Ensuite, on laissera un peu de place pour la discussion. Donc, on a tous en tête des événements majeurs qui ont caractérisé la vie torrentielle, hein, avec par exemple le Grand Bornand en 87, les Pyrénées en 2013, ou encore tout récemment les crues de la Vésubie ou la Roya en 2020. Mais à côté de ces événements majeurs, il y a beaucoup d'événements moins importants et tout aussi spectaculaires et qui rythment la vie des territoires alpins, comme par exemple ici le ruisseau des Gorges en 2015, Chantelouve en 2014, ou encore tout récemment le funiculaire du Touvet en 2021. Alors, le coût des inondations en général est chiffré à 520 à 580 millions d'euros annuels en fonction des sources, hein, mais il n'y a pas de chiffre spécifique aux crues torrentielles. Ce coût va probablement augmenter dans les prochaines années avec le changement climatique. Les territoires de montagne pardon, sont particulièrement vulnérables. Et l'objectif de ce séminaire, c'est de faire un point rapide sur l'état des connaissances, sur les processus en jeu et donc les moyens disponibles. Alors, on va parler de torrents. Alors, torrents, ce sont des cours d'eau à forte pente, hein, qui descendent des montagnes. En général, on le considère à plus de 6%. Mais on va aussi beaucoup parler de rivières torrentielles. Ce sont les rivières à plus faible pente en fond de vallée qui vont recevoir les apports des torrents et où se situe quand même l'ensemble des enjeux. Comprendre le risque, la gestion du risque torrentiel, c'est comprendre la nature du forçage et comment on anticipe le risque dans les zones de réception. Alors, dans cette première partie, on va caractériser l'aléa torrentiel. Si on devait le définir en quelques mots, on dirait imprévisible, violent, rapide, dévastateur. C'est assez bien illustré par ces photos qui ont été prises en Suisse en 87, où on voit qu'en 8 minutes, le torrent est complètement métamorphosé parce qu'il reçoit un événement d'une extrême violence et le torrent n'a pas le temps de s'adapter. Et c'est pour ça que dans la suite de la présentation, on parlera de forçage du système. Alors, circonstance aggravante, l'aléa torrentielle, c'est de l'eau, mais c'est aussi des sédiments. Alors, on voit sur cet exemple au Canada, où finalement, ce cours d'eau qui au départ, probablement avait un écoulement rectiligne, dans un chenal rectiligne, se trouve impacté par un dépôt sédimentaire qui va dévier l'eau
de façon latérale sur les côtés, là où on ne l'attendait pas. Et sur cet exemple-ci, il y a eu 3 morts parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de dégâts au niveau des habitations. L'aléa torrentiel, c'est aussi du bois, il ne faudra pas négliger, parce que le bois, c'est des embâcles qui réduisent les capacités d'écoulement du cours d'eau. Donc, si on résume, on a de l'eau, des sédiments, du bois. Ces 3 éléments vont réduire assez fortement les capacités d'écoulement du cours d'eau, qui va quitter très facilement son lit pour emprunter des axes secondaires. Et une des caractéristiques finalement de l'aléa torrentiel, c'est que peu d'eau finalement peut causer d'importants dégâts. Si on redéfinit donc l'aléa par ces 3 éléments, on peut imaginer assez aisément que de nombreuses combinaisons sont possibles sur un même bassin versant. Hein, et donc, ça veut dire que, en gros, si on croise ça avec les enjeux, on pourrait dire que chaque situation est presque unique, hein, parce que ça fait des quantités importantes de combinaisons pour chaque événement. Et c'est ce qui caractérise aussi l'aléa torrentiel, c'est son imprévisibilité. Nous, on va parler d'eau et de sédiments dans ce séminaire. Alors les sédiments, une grande question qu'il faudra se poser, c'est d'où viennent les sédiments en fait. Est-ce que ce sont des sédiments, des stocks qui ont été remobilisés sur place, ou est-ce que ce sont des sédiments qui viennent des versants, hein, et donc ça, c'est, si on veut poser un diagnostic et proposer des solutions de prévention, c'est important de comprendre cette dynamique sédimentaire. C'est pour ça que, pour simplifier le discours aujourd'hui, on va présenter selon 2 grands axes, alors, ce qu'on appelle le forçage hydrologique et le forçage sédimentaire. Dans les 2 cas, j'ai des petits carrés en bas où on voit qu'il y a du bleu et du marron, c'est-à-dire dans les 2 cas, il y a de l'eau et du sédiment, mais peut-être pas forcément dans les mêmes proportions. Alors le forçage hydrologique, hein, c'est la rencontre entre un hydrogramme et un lit de cours d'eau, avec le résultat qu'on connaît, c'est-à-dire une destruction assez forte du lit du cours d'eau. Alors, ce qui caractérise, faut voir ce forçage comme finalement une force qui va venir rebrasser tout le matériau alluvial qui est présent sur place. Et des fois, le matériau n'est pas forcément déplacé sur des grandes distances. Par contre, il va être complètement remanié parce que le cours d'eau va balayer la plaine alluviale et détruire les stocks en place. En tous les cas, les remobiliser. Et forcément, comme on est dans des zones à enjeu, ça crée vite des dégâts importants. Alors l'aléa, ce qu'on appelle le forçage sédimentaire, on l'illustre avec cet événement qui a eu lieu cet été sur le torrent de la Chirouze dans les 0,5, où on voit un forçage qui est plutôt conditionné par un transport intense de matériaux. On ne voit pas une phase liquide comme on l'a vu tout à l'heure sur la photo. C'est vraiment un événement de type lave. Hein, donc on va laisser. On voit, si on regarde un peu en haut sur la gauche de la vidéo, on voit le torrent qui a quand même une composante eau, hein, qui est là, mais ce n'est pas elle qui va créer les dégâts. Là, c'est vraiment le forçage de sédiments qui va venir détruire le torrent. Donc, on va laisser se terminer. Je pense que c'est bientôt fini. Voilà. Donc, le forçage sédimentaire, si on regarde, par exemple sur Chanteloup, il y a une zone de départ, hein, de déclenchement en tête du bassin versant, une zone de transfert assez efficace vers le fond de vallée et un impact sur les enjeux en bas. Alors, les conséquences peuvent être de 2 ordres. Hein. Ça peut être soit un impact direct sur les habitations, comme on l'a sur la photo, ou alors ce pull sédimentaire peut venir, s'il est combiné avec une crue dans la rivière principale, aggraver les crues en aval. Alors maintenant, on va parler un peu des conditions d'occurrence de l'aléa torrentiel. Du coup, on va revenir sur le forçage hydrologique. Et donc, qui dit forçage hydrologique dit crue, et qui dit crue dit besoin d'eau. Et en fait, il n'y aura pas de crue significative en fait, sans précipitation, sans pluie. Voilà. En sachant que ces précipitations, elles vont pouvoir prendre diverses formes. Hein. Voilà, là, schématiquement, ça va être des précipitations soit convectives, soit frontales, donc des systèmes plus grande ampleur, et un impact avec le relief et l'orographie qui va notamment renforcer ces précipitations. Voilà. Et donc, on aura effectivement des combinaisons de ces différentes précipitations et du coup, des événements qui vont être un peu variables en fonction du type de précipitation qu'on va avoir. Donc, je vais vous illustrer sur différents épisodes. Le premier épisode que j'ai retenu, c'est forcément l'épisode du Grand Bornand, là, en juillet 87, où là, typiquement, on est sur des précipitations convectives. Donc, on va avoir 2 orages dans l'après-midi, dont le deuxième qui va être le plus intense, qui va durer globalement 3 heures, mais avec une première heure en fait très intense, où on a 100 mm de pluie
donc 100 litres par mètre carré, hein, en 1 heure, sur à peu près la moitié du bassin versant. Et alors je vais plutôt parler dans la suite là, de l'exposé en débit spécifique, donc en productivité. Et donc sur ces épisodes-là, on arrive à une productivité de l'ordre de 3 mètres cubes seconde kilomètre carré, donc quelque chose qui est très fort et très rapide. À contrario, l'épisode qui a touché, alors pas que le massif de Beldon, mais là, en l'occurrence, là, les illustrations sont plutôt sur le massif de Beldon en août 2005. C'est un épisode qui a duré un peu moins de 48 heures, un peu moins de 2 jours, et qui a concerné en fait tous les préaps et les massifs externes. On est sur des cumuls de pluie qui sont pour le coup là très variables, entre 30 à 300 mm, et des débits spécifiques qui sont inférieurs au mètre cube seconde kilomètre carré, donc des périodes de retour en fait qui sont inférieures à 50 ans. Ce qui est intéressant sur cet épisode-là, c'est de voir un peu comment il est né en fait. Donc on est sur un épisode avec une dépression qui est ciblée sur l'Italie, et donc quelque chose en fait, un flux qui va venir en fait taper tous les versants nord-ouest du massif alpin, et notamment cet épisode-là a été très significatif en Suisse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette circulation générale en fait va générer des effets orographiques, et on voit sur le graphique de droite. Donc là on a fait tous les appareils de mesure en fait dans le Grésivaudan sur le flanc nord-ouest du massif. En abscisse, vous avez l'altitude du pluviomètre, et en ordonnée, en fait, son cumul. Et on voit très clairement ici un gradient altitudinal, en sachant que la dernière mesure, en fait, c'est celle qui a été faite au refuge de l'APRA, donc effectivement une mesure manuelle. Et donc, si on n'avait pas cette mesure-là, hein, en fait, on serait resté sur des ordres de mesures qui seraient plutôt de l'ordre de 150 mm. Voilà. En fait, ce qui est intéressant de retenir sur ce type d'épisode, donc c'est ce qui a été analysé là dans le cadre d'un projet récent là qui est Hydrodémo, qui s'est focalisé sur la métropole grenobloise, c'est que ils sont quand même liés donc à ces types de précipitations, donc ils sont quand même liés à des types de temps, et donc ils vont quand même avoir des saisonnalités préférentielles, et notamment sur le secteur grenoblois, on voit bien que c'est le secteur, on va dire plutôt été, fin printemps, été, qui va être le plus impactant. En sachant que pour qu'on ait un événement majeur à l'échelle d'un massif, il faut que ce soit quand même un événement qui soit persistant, voilà, avec des choses qui durent un peu dans le temps. Et pour qu'il y ait vraiment une problématique à l'échelle du massif, il faut qu'on soit effectivement sur des systèmes qui soient très large échelle. Je vous ai parlé beaucoup de précipitations, mais on est en zone de montagne, et forcément, il va y avoir une autre composante qui va être la neige, et la neige va être très clairement liée en fait à la dimension température de l'air, que ce soit sur des aspects versants comme le montre ce petit schéma là d'étagement de la végétation, ou que ce soit en fait sur ce gradient altitudinal qui va, on va dire, driver pas mal de choses. Donc sur le graphique que vous avez à droite, en fait, on a la saisonnalité du gradient donc sur le bas, et le coefficient, il est calculé en fait par une régression linéaire sur différentes stations, et on voit la qualité en fait de cette régression sur le graphique du dessus. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement le gradient théorique de 0,65 degrés par 100 mètres, en fait, il est très variable suivant la saison. Voilà, on a plutôt des gradients qui sont stables avec une grosse différence jour-nuit pendant l'été, et quelque chose qui est assez stable. Et par contre, en hiver, on a des choses qui sont beaucoup plus bruitées, et donc des choses qui vont avoir un impact, notamment sur la phase des précipitations. Voilà. En sachant que cette phase de précipitation, en théorie, voilà, on a des précipitations solides à 0 degré. C'est un petit peu plus complexe que ça, parce qu'il y a une autre dimension qui est l'humidité de l'air qui va intervenir. Et globalement, entre -1 et 4 degrés, on va avoir soit de la pluie, soit de la neige. Et donc, c'est ce que représente ce petit graphique de gauche là, avec les températures et classement en fait de différents épisodes en neige ou pluie. Voilà. Quel impact ça va avoir? Ça va avoir un impact en fait fort sur la contribution du bassin versant. Voilà, c'est-à-dire que si effectivement on est en dessous de la limite pluie neige, on va avoir de la pluie, mais si on est au-dessus, en fait, on va stocker la neige, et on va pas contribuer à l'événement. Voilà. Cette neige, elle va plutôt nous réintéresser en termes d'hydrologie quand elle va fondre au printemps. Voilà. Et elle va effectivement, parce que le réchauffement va être, on va dire, régulier, en fait, on va avoir des contributions progressives en fonction de l'altitude et des orientations, ce qui va nous donner typiquement ce type de régime. Donc là, ce que vous avez sur la droite, c'est un graphique avec les débits moyens mensuels par mois, voilà, interannuels. Et donc, on s'aperçoit typiquement que pour cette rivière-là, on n'a pas du tout d'eau dans la rivière l'hiver parce qu'il neige, et en fait cette neige commence à fondre au printemps jusqu'à début juin. Voilà, donc c'est, on va
va dire, le rythme global de fonte de la neige qui va impacter le régime. Ceci dit, la neige sur les crues, elle va avoir quelque chose qui est un rôle un petit peu plus complexe et je vais vous l'illustrer sur l'épisode des Pyrénées de juin 2013. Donc, on est sur un épisode qui a duré à peu près 2 jours, qui a principalement concerné les reliefs centrales des Pyrénées. On a quelque chose qui est autour, on va dire, jusqu'à 200 mm de pluie. Comparé aux 300 mm de Beldon, on voit qu'on est quand même sur un épisode, même s'il est très arrosé, un petit peu en deçà. Par contre, on est clairement sur une année avec des enneigements records sur les gaves notamment et les nestes. Et donc là, au nivomètre rayonnement cosmique d'EDF, donc un appareil qui permet de mesurer la hauteur d'eau, mais aussi son équivalent en eau, on a 3 mètres d'eau qui représentent 1800 mm, ce qui est, je vous rappelle, c'est 600 mm d'eau par an à Paris. Donc on est là sur des stocks très très importants. Pour essayer de comprendre la contribution de la neige, en fait, on va se focaliser sur un petit bassin. Et donc, c'est une étude qui a été réalisée par EDF sur un petit bassin des Gaves, en tête de bassin, qui fait une vingtaine de kilomètres. On est sur un bassin qui est autour de 2000 mètres d'altitude. Et c'est un bassin en fait où la fonte nivale, elle avait très largement démarré plusieurs jours avant en fait l'épisode de crue. Et en fait, sur tout le long de l'épisode de crue, on n'aperçoit pas d'évolution majeure de la fonte nivale. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est resté très stable, avec des productions de l'ordre de 30 à 40 mm par jour. Et donc, on voit que c'est une contribution qui est importante, mais qui ne va pas générer, qui ne peut pas justifier toute la crue en elle-même. Voilà. Sur ce bassin-là, en fait, on mesure 230 mm de pluie en 48 heures. Donc voilà, là, pour le coup, on est en tête de bassin avec des cumulus qui sont très forts. Et si on regarde en fait les débits spécifiques avant et pendant l'épisode, en fait, on s'aperçoit que déjà au moment de la fonte, tout ce qui était en train de fondre était déjà en train de s'écouler. Voilà, il n'y a pas de stockage en fait et pas de rétention par le bassin de cette eau-là. Et par contre, effectivement, tout ce qu'il va y avoir en apport supplémentaire de pluie va ruisseler. Donc ça veut dire que dès le début de l'épisode, on était déjà sur des terrains qui étaient saturés, une productivité qui était très efficace liée à la fonte qui avait déjà démarré. Et quand la pluie arrive, en fait, tout s'écoule. Voilà. Donc en fait, en résumé, c'est qu'on ne voit pas d'effet d'accélération de la pluie sur la fonte, même si cette fonte, globalement, elle reste productive, mais avec des changements sur les flux radiatifs, notamment le couvert nuageux, en fait, va jouer sur l'infrarouge plus que sur les courtes longueurs d'onde, mais globalement, on reste à peu près autant productif en fonte sur ces épisodes-là. Et en fait, elle va surtout, cette fonte, saturer les sols, et dès que l'eau va arriver, en fait, le manteau est déjà complètement saturé, et en fait, elle va se comporter globalement, ce manteau neigeux, comme une surface imperméable. Voilà, ce qui va générer un joli hydrogramme qui va permettre de transporter des sédiments. Bon, puisqu'on reste sur l'aspect, sur cette crue des Pyrénées, dans le cadre du forçage hydrologique, on peut s'intéresser justement donc, à l'origine des sédiments. Donc, c'est ce qu'a fait Rabab Yassine dans sa thèse en 2020. Elle a regardé un peu elle a recherché un peu les sources actives au niveau du bassin versant. Et la géologie explique en fait que ces sources actives sont très faibles. Il y a très peu de production de versants qui peuvent justifier des apports massifs vers l'aval. De la même façon, quand elle a regardé un peu les apports de sédiments grossiers qui étaient piégés en aval au niveau du lac des Gaves, on reste sur des volumes qui restent faibles finalement en moyenne par rapport à ce qu'on connaît sur des grands bassins versants, parce que là on est quand même à 640 km² de bassins versants, il y en a 3000 m3 par an de grossiers qui arrivent en moyenne au niveau du lac des Gaves. Par contre, si on regarde ce qui s'est passé pendant la crue de 2013, on voit que lors de l'événement, on a eu une augmentation très importante de la bande active du cours d'eau. On voit ici ce pic, là, c'est sur le gave de Cauterets, qu'on avait retrouvé en 1937, une crue un peu similaire en 1937. Donc là, on est dans une très forte évolution de la bande active, ce qui est vraiment caractéristique de ce qu'on appelle, nous, le forçage hydrologique, c'est-à-dire une remobilisation des stocks en place. Il se trouve qu'en plus, lors de cet événement, il y a un événement qu'il faut aussi prendre en compte, c'est une crue qui avait eu lieu en 2012, qui avait préparé les terrains à cette mobilisation, c'est-à-dire qu'ils avaient commencé probablement à déstabiliser un peu les stocks en place, et la crue de 2013 est venue terminer ce travail de façon très dévastateur pour le secteur. Les volumes transportés sont très importants, puisque au niveau du lac des Gaves, qui est en fait un lac qui était en eau en 2010, il y a eu un piégeage estimé à 500 000 m3. Bon, il y a beaucoup de sédiments fins là-dedans, mais par contre, quand on regarde la bande active, là, on voit qu'il y a eu beaucoup de remobilisation de matériaux locaux qui ont été planqués dans ce bassin. On continue sur les conditions d'occurrence, mais cette fois pour le forçage sédimentaire.
Donc là, on va plutôt se déplacer dans les têtes de bassin à forte pente. C'est la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Alors, ça a été bien illustré par Éric Bardou en 2002 avec ce triangle où il a fait apparaître l'eau, les sédiments fins et les sédiments grossiers. Et en fonction de l'endroit où vous allez vous situer dans ce triangle, vous n'allez pas avoir les mêmes comportements, pas les mêmes mélanges, donc pas le même comportement du matériau. Donc, en fait, on a de nombreuses formes de transport. Ça va du charriage intense aux laves granulaires en passant par les laves boueuses et avec des rhéologies plus ou moins complexes. Et les conditions d'occurrence sont peu connues, mais en général, on les associe à des événements météo intenses ou à des débâcles glaciaires qui sont les phénomènes déclencheurs au départ. Mais ce qu'on va regarder, nous, aujourd'hui, c'est des expériences qu'on réalise actuellement où on montre que finalement, d'autres mécanismes sont en jeu, comme des mécanismes granulaires, et que finalement, il n'y a peut-être pas besoin d'un très grand volume d'eau pour faire partir ces sédiments. Alors, quand je parle de phénomène granulaire, vous voyez sur cette image, on a une stratification du matériau qu'on va retrouver ici sur une photo du Manival, où on a une couche très stable en surface qu'on appelle une armure, et une couche de sédiments plutôt fin en dessous, qui va être plutôt une zone fragile de déstabilisation du massif. Et ça, c'est un phénomène naturel de tri qu'on observe dès qu'on a du matériau qui est mis en mouvement. Donc, on a une petite vidéo là qui a été réalisée dans le cadre de la thèse de Marco Cantini chez nous. Donc, c'est un apport de matériaux qu'on va laisser s'accumuler sur une plage de dépôt en tête de canal. Et dans la vidéo, là, on va se déplacer vers l'aval. Donc là, vous avez vu d'un départ. Là, on est plutôt en aval. On est dans le milieu du canal. Vous voyez le pulse des sédimentaires qui se propage. Sur la petite fenêtre que vous avez là, c'est une prise de vue de côté. Vous voyez le passage de ce pulse et vous voyez très bien l'influence importante, le rôle important joué par les différentes tailles granulaires. Hein, les gros ont tendance à stabiliser le massif. Et vous allez voir que ce massif-là qui est stable, va vite être déstabilisé par des apports de fin qui vont venir fluidiser ce mélange. Ce qui est très important de voir, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'eau dans cette expérience. Hein. L'eau à elle seule n'explique absolument pas la mobilité des sédiments. D'ailleurs, si vous mettez juste les couleurs représentent les tailles des grains, hein. Les tailles les plus grosses, c'est les bleus. L'eau, en hors processus, est incapable de faire bouger un élément de taille de couleur bleue, par exemple, dans cette expérience. Vous voyez donc là le passage du pulse avec un phasage granulométrique très clair et ce rôle des sédiments fins qui va venir déstabiliser fortement ce dépôt sédimentaire. Alors là, maintenant, on va se déplacer à l'aval du canal. Donc, vous avez vu le pulse passer. Et là, on est en sortie de canal et c'est ce qu'on voit apparaître en sortie de canal. Dans 2 secondes, vous verrez arriver ce pulse qui correspond. Voilà, on retrouve là, finalement, ce qu'on voit un peu dans les dépôts de lave torrentiels, c'est-à-dire des sédiments grossiers sur le front de la lave et derrière des sédiments avec des granules plus fines. Alors, vous voyez l'importance de cette masse sédimentaire. Je répète encore une fois que dans cette expérience, il y a très peu d'eau qui coule au départ. Hein, le débit liquide est très faible. Et si vous mettez un dégrain bleu ou un dégrain rouge dans le chenal, il ne bougera pas. Hein. Donc, c'est juste pour me donner un peu la proportion des choses. Donc, on va continuer cette présentation maintenant, toujours sur les forçages sédimentaires. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que finalement, ce qui est important, c'est les stocks en place. Hein. Il faut vraiment tenir compte des stocks en place quand on va s'intéresser aux forçages sédimentaires. Il n'y a pas besoin forcément de gros débits. Par contre, il faut un milieu saturé en eau. Et aussi, l'autre point important, c'est que vu que ça dépend des stocks en place, 2 épisodes hydrologiques au sens eau identiques pourraient produire des crues torrentielles complètement différentes sur ce type de système. Voilà, donc ça c'est un exemple sur la Roise, on voit qu'il y a des zones de marnage du stock qui peuvent justifier des apports en aval. Voilà, donc on a fait un point sur les conditions d'occurrence. Maintenant, on va passer sur une partie où on va essayer de présenter les outils pour le suivi et la prévention de l'aléa torrentiel. Donc, on a vu que la présence de sédiments est un facteur très aggravant. Hein, il impacte directement les populations, il aggrave le risque d'inondation par destruction du chenal d'écoulement. Les scénarios de production sédimentaire n'est pas partout le même. Hein, forçage depuis les basses têtes de bassin versant ou forçage hydrologique avec déstockage de fond de vallée. Les stratégies vont être différentes dans les 2 cas. Et voilà, ça implique des stratégies qui vont soit basées sur la gestion sédimentaire des bassins versants, soit sur des surveillances hydrologiques avec anticipation du déstockage par gestion du lit du cours d'eau. On repart sur le forçage hydrologique. Hein, vous avez remarqué qu'en haut, on mettait en bleu quand c'était hydrologique. Et on va pouvoir agir à la fois sur le signal hydrométéo et sur le lit du cours d'eau. Donc, moi, je vais vous parler plutôt de la gestion, de l'anticipation sur l'aspect hydrométéo. Voilà. En vous présentant en fait ce qu'on peut mettre en œuvre en termes de dispositifs de surveillance et d'avertissement.
En sachant qu'on va pouvoir avoir plusieurs composantes, hein. La composante mesure, hein, qui est sûrement la plus proche du terrain, une composante qui va être plutôt supervision humaine, sur laquelle j'insisterai assez peu, et puis aussi l'intégration de prévisions, donc que ce soit météo, avec pour objectif effectivement d'avertir. Alors là, j'ai mis un petit élu, hein, mais ça pourrait effectivement directement la population. Dans tout ce qui est, on va dire, prévention, avertissement, la question, en fait, c'est le délai d'anticipation qu'on peut avoir. Et ce délai d'anticipation, il va être très clairement en fonction de la taille du bassin. Ça, j'y reviendrai un peu plus loin, mais aussi des données qu'on va pouvoir exploiter. La première chose qu'on va pouvoir exploiter, c'est effectivement les observations de niveau, hein, que ce soit des observations par humaines ou automatiques, hein. Mais globalement, ça veut dire qu'on est sur 0 anticipation, on est juste sur le constat. Si on veut faire de la prévision, ça veut dire derrière qu'il faut qu'on fasse de la modélisation. Et cette modélisation, eh ben, en fait, elle va pouvoir s'appuyer sur différentes données d'entrée. Les premières données, si on a cette chance-là, c'est éventuellement de pouvoir bénéficier d'informations qui viennent de l'amont, hein, donc d'autres stations de mesure en cours d'eau. Et là, pour le coup, on aura de toute manière des délais assez courts, mais par contre, une fiabilité qui est assez forte. Après, si on veut gagner en anticipation, eh ben, on va aller s'intéresser à l'observation de pluie. Voilà, donc là, on sait que globalement, la pluie était en train de tomber sur l'endroit qui nous intéresse et donc on va gagner en anticipation et on va être encore dans des systèmes qui sont fiables, mais globalement, on va être encore sur des anticipations qui peuvent être courtes sur des petits bassins versants. Donc, on va vouloir effectivement s'intéresser à la prévision météo cette fois-ci. Là, pour le coup, on va être dans des choses qui vont être plus incertaines, voilà, parce qu'effectivement, la prévision de pluie, je vais y revenir, elle est plus délicate. Et donc là, pour le coup, les incertitudes vont être très, très fortes, voire on peut même imaginer qu'à partir d'un certain niveau, en fait, les incertitudes trop fortes et on ne pourra pas l'exploiter. Voilà. Aujourd'hui, sur cette prévision météo, il faut avoir conscience qu'on a fait de gros progrès, on va dire, c'est au moins ces 10 dernières années, notamment sur les questions de résolution de modèles. Et vous voyez là sur le petit schéma de droite, en fait, comment étaient vues les Alpes, en fait, aux différentes résolutions de modèles. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, avec Arome et une résolution de l'ordre du kilomètre, hein, on a quand même des choses qui sont quand même mieux modélisées. Pour autant, la précipitation reste l'une des variables sûrement les plus difficilement prévisibles, notamment sur les systèmes convectifs. C'est-à-dire que même si on sait que globalement on est sur une situation qui va générer des orages, la localisation de ces orages et leur intensité reste difficilement prévisible. Voilà. En sachant qu'en zone de montagne, on est toujours en lien avec la prévision de la limite pluie-neige, donc il rajoute en fait une incertitude, hein, par rapport à cette problématique. Voilà. Et très clairement, plus on va travailler à des échelles de temps petites et d'espaces petits, donc notamment tout ce qui est orageux, plus ce sera difficile de le prévoir. Et aujourd'hui, une des voies d'amélioration, c'est ce qu'on appelle la prévision immédiate, c'est-à-dire des prévisions sur des très très courts pas de temps qui seront réactualisées très fréquemment, voilà, et qui s'adaptent au plus près de la situation actuelle. Voilà. Ce petit schéma, juste pour rappeler qu'effectivement, donc là, vous avez en fait une carte de précipitation pixelisée et des bassins en fait ici emboîtés. Et on voit bien que pour ce petit bassin-là, qu'il soit sous la cellule ou qu'il soit juste à côté, en fait, ça change tout. Voilà, soit effectivement, ça va être la crue entre guillemets du siècle, soit il va rien voir du tout. Donc, la prévisibilité de ce type d'épisode, elle va être en termes de... Autant on peut peut-être dire qu'il va y avoir un épisode de ce type-là, autant le localiser précisément, ça devient très compliqué. Et donc ici, vous avez un tableau là de Romain Weber de Météo France qui donne en fait les échéances prévisibles en fonction des types d'événements. Et donc effectivement, sur les orages, on est à quelques heures. Par contre, effectivement, sur des épisodes, on va dire, plus organisés, hein, frontaux, on va être effectivement sur des anticipations à quelques jours. Pour être sûr qu'il pleut sur son bassin, finalement, l'intérêt, c'est de mesurer cette pluie et donc plusieurs moyens de la mesurer. La première, qui est sûrement celle qui coûte, on va dire en termes de coût, le moins cher, parce qu'une station météorologique, c'est quelques milliers d'euros. Alors, ça peut être quelques centaines d'euros, on va dire, sur des produits du commerce grand public, mais on va dire pour une mesure un peu professionnelle, c'est quelques milliers d'euros. L'inconvénient, c'est qu'on est sur une mesure ponctuelle, hein, donc si vous n'êtes pas sous la pluie, vous mesurez rien.
par contre, ce type d'installation, il faut mesurer plusieurs paramètres, hein, précipitation, température, à mon avis, à minima, voire potentiellement d'autres choses, en sachant que pour connaître ce qui tombe, ça peut être aussi intéressant de connaître ce qui tombe sous forme de précipitations solides, et donc la question de savoir en fait, comment on mesure ces précipitations solides, soit par système de chauffage, soit par système de pesée. Voilà. On reste en zone de montagne, donc de toute manière, on reste dans des situations qui sont difficiles de mesure. Hein, voilà, là, vous avez sur la photo la même station là, au niveau de la station de ski de Pipet. L'été, on a l'impression que tout va bien. L'hiver, c'est un peu plus compliqué. Et là, on est à 1600 mètres, mais au-delà de 2000, ça devient encore plus compliqué en termes d'accès, d'énergie. Voilà. Je reviens sur la notion de ponctuel. Ça sous-entend que quand on veut avoir une mesure caractéristique sur un centre de bassin versant, il va falloir installer en fait un réseau de pluviomètres. Et pour le coup, la densité de ce réseau va être fonction de la taille du bassin versant. Et là, je vous renvoie vers des travaux qui avaient été réalisés par Charles Bled et Didier Richard en 2007. Voilà, en sachant qu'aujourd'hui, il y a deux grands opérateurs en zone de montagne sur ce type de réseau qui sont Météo France et EDF. Voilà. Pour les précipitations, on a d'autres types de mesures qui sont le radar. Donc aujourd'hui, le principal réseau radar est opéré par Météo France parce qu'effectivement, là, les investissements sont plus du même ordre. Hein. On est plutôt sur des centaines de milliers d'euros. Voilà. L'avantage, par contre, de ce type de mesures, c'est d'avoir des mesures haute fréquence. Hein. On a des mesures aujourd'hui, globalement, toutes les 5 minutes à la résolution kilométrique, ce qui permet quand même d'avoir une vision assez complète spatialement. Et donc, c'est plutôt bien adapté pour les petits bassins. Voilà. Pour autant, ces informations-là, elles doivent être calibrées par rapport à des informations au sol. Hein, et donc, ça ne remplace pas un réseau sol. Voilà. Aujourd'hui, alors je ne l'ai pas mis, mais malheureusement, cette couverture spatiale du réseau radar, elle est encore bien incomplète en zone de montagne. C'est vrai pour toute la partie sud des Pyrénées et toute la partie est des Alpes. En sachant que ce réseau radar, il est quand même mis à mal, enfin en tout cas, il est soumis à pas mal de difficultés. Alors là, je l'ai illustré par la petite photo du moucherotte où on voit bien là des problématiques en fait de neige qui vont se coller sur le radome. Donc ça, c'est jamais. Donc le radome, c'est la petite boule blanche hein, qui sont jamais très très bien. Et après, on va multiplier en fait, on va amplifier en tout cas les difficultés que le radar peut avoir en zone de plaine, mais là qui vont devenir très clairement critiques, notamment en termes d'atténuation de signal. Du coup, aujourd'hui, la voie un petit peu sur ces données météorologiques, c'est ce qu'on appelle les produits de fusion. Voilà, c'est notamment l'orientation qu'a pris Météo France. Je vous en présente deux produits. Un produit qui dit Antilope, qui est une lame d'eau spécialisée et en fait qui va entre guillemets, valoriser l'ensemble des données disponibles. Et c'est notamment ce qui a permis aujourd'hui, ce produit, ce qui a permis en fait d'étendre le produit avertissement plus intense à l'échelle des communes, qui est un produit d'avertissement sur les précipitations observées pour chaque commune, a permis en fait d'attendre le produit à l'ensemble des communes de la métropole. Voilà, et donc notamment aussi sur les Alpes. Voilà, même si effectivement on peut imaginer que la qualité du produit est un peu moins bonne en zone de montagne. En tout cas, le service a pu être ouvert de partout. Voilà. L'autre difficulté, c'est ce que je vous avais évoqué, c'est la question de la classification des hydrométéores. Est-ce qu'il pleut ou est-ce qu'il neige? Et aujourd'hui, Météo France travaille et développe un produit qui s'appelle Hydre, et en fait, qui est un mixte plein d'informations, qui soit issu du modèle, qui soit issu du radar, et qui permet effectivement aujourd'hui d'avoir une meilleure estimation des cumuls de neige. Voilà. Et aujourd'hui, le travail le plus prospectif qui nous paraît prometteur, notamment pour les zones blanches mal couvertes en zone de montagne par radar, c'est un travail en cours sur l'intégration en fait, des réseaux hertziens téléphoniques, c'est-à-dire que l'atténuation des réseaux hertziens téléphoniques donc des grands opérateurs hein, sont impactés en fait en termes d'atténuation par la pluie, et cette information post-traitée permet d'avoir une idée en fait de ce qui est en train de tomber. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est une des voies d'amélioration sur ces zones mal couvertes. J'en ai fini de l'observation météorologique pour me focaliser sur l'observation en rivière. J'aimerais bien pouvoir vous montrer partout des jolies stations comme on a ici à Domaine. Donc là, une échelle de mesure des capteurs qu'on va plutôt privilégier hors d'eau, donc des mesures plutôt radar. Par contre, effectivement, ça sous-entend qu'on va mettre ce type de mesures plutôt dans des zones à faible pente, voilà, où d'abord la variation de hauteur par rapport au débit est significative, et donc cette mesure on va dire, a du sens. Et puis surtout, parce que c'est ce qu'on voit là, donc ici c'est une illustration d'une station de mesure sur le bassin de l'Arly, dans les gorges de l'Arly entre Ugine et Megève.
on voit bien qu'ici sur des mesures torrentielles, on a une très forte, plus on va être dans du torrentiel, plus le batillage, plus la mobilité du fond va être importante et plus la mesure va être délicate. Voilà. Et alors, encore plus difficile de parler d'estimation de débit, hein, je parle même pas de calcul, mais plutôt d'estimation de débit, au vu de la rapidité des crues et puis des difficultés de connaissance, que ce soit la vitesse ou même du profil en travers. En sachant qu'en zone de montagne, bah, la vraie difficulté in fine, c'est que, l'aléa torrentiel, bah, la station elle est aussi soumise et donc là, la station de l'Arly, que je vous ai présentée là sur la crue de janvier 2004, sur la crue de mai 2015, en fait, elle a été complètement emportée, par le transit, sédimentaire. Voilà. Quand on arrive dans des dispositifs qui sont vraiment des torrents, là, pour le coup, la mesure classique de hauteur paraît plus du tout adaptée et là, on est plutôt sur des systèmes de détection, voilà, qui sont très adaptés aux laves torrentielles avec des systèmes donc là, vous avez un exemple, que j'ai repris, du RTM, hein, qui sont, ici des câbles, hein, qui vont en fait être, arrachés, poussés par la lave et en fait, on va déclencher des actions réflexes, hein, du type sirène-feu par rapport par rapport à ce système-là, voilà. On peut le compléter par d'autres types de mesures, type des vidéos pardon, ou des géophones, qui permettent en fait de voir qu'il y a un changement de comportement globalement dans le torrent. La vraie question de fond, en fait, c'est la question de l'anticipation, voilà et là, je renvoie donc à des travaux de Yann Kefeléan, de 2015, qui a travaillé, en fait, sur les temps de montée, et qui a ramené, en fait, ces informations-là, par rapport à la surface du bassin versant et donc, en fait, la capacité d'anticipation, elle est clairement liée au temps de réaction de ces bassins et donc, de toute manière, quand on va arriver sur des très petits bassins, de toute manière, la question de l'alerte et de l'avertissement va devenir très critique. Là, je vous ai parlé d'observation, de prévision, météo. L'objectif était quand même de faire de la prévision hydrologique. Là, je reprends un peu ma casquette, Vigicru, en sachant qu'aujourd'hui, effectivement, le dispositif Vigicru propose un dispositif dit Vigicru Flash qui est plutôt adapté à ces petits bassins versants normalement, où on prend en fait la pluie observée, on la passe dans un modèle et ça permet d'anticiper un petit peu, les réactions, hein, de quelques heures. Mais typiquement aujourd'hui, les outils qu'on utilise sont pas adaptés aux zones de montagne et donc le service n'est pas ouvert aujourd'hui en zone de montagne. Mais il y a des travaux en cours, notamment je reviens sur le projet Hydrodémo où il y avait eu des travaux qui ont montré que, c'était faisable et donc il faut qu'on travaille encore là-dessus pour le rendre opérationnel. Voilà. L'idée étant quand même in fine d'arriver à la prévision de risque torrentiel et donc en fait très clairement de croiser l'information aléa hydrologique avec une information de susceptibilité au risque torrentiel. Donc là, je renvoie notamment à des travaux qui ont été réalisés dans le cadre du projet RYTHME sur la région de PACA, et notamment là, les travaux de Mélanie Bertrand de cartographie du risque avec à croiser et à améliorer, et donc aussi à des travaux, on va dire d'amélioration de ces travaux de Mélanie Bertrand dans le cadre du projet Hydrodémo. Je reprends la main sur ce projet hydrologique pour parler des aspects sédimentaires finalement du projet hydrologique, hein, puisqu'on peut agir dans le cours d'eau et on peut faire un peu de prévention. Alors les différentes mesures qui peuvent être prises dans le cours d'eau, c'est déjà de respecter l'étendue des crues historiques, hein, c'est la règle de base qui devrait s'imposer systématiquement. Ensuite, on peut repenser l'épandage des crues et des sédiments en mettant à profit les spécificités locales des rivières. Alors, soit en favorisant le ralentissement dynamique, ce qui est un peu compliqué peut-être des fois en rivière torrentielle, soit on crée des plages de dépôt, c'est-à-dire des zones, on va privilégier des zones où d'épandage des sédiments, où on va pouvoir stocker un peu les sédiments avant qu'ils n'atteignent les enjeux. Ensuite, on peut travailler aussi sur la connaissance des cours d'eau en essayant d'évaluer la capacité des lits avec des crues. Pour ça, il y a des modèles numériques maintenant qui sont assez performants pour essayer de comprendre un peu par anticipation comment un cours d'eau va se comporter. Mais attention, la mobilité sédimentaire peut rapidement mettre à défaut la prévision des modèles en contexte torrentiel. Le modèle 2D, ça marche très bien dans certains contextes, mais en modèle torrentiel, on montre que c'est quand même pas encore complètement évident. On a des pistes pour améliorer tout ça avec mon collègue Guillaume Piton. Là, on travaille un peu sur ce sujet en essayant d'inclure dans les modèles des propriétés qui sont propres au torrentiel. Et aussi, ce qu'il faudra à terme ajouter, c'est un côté un peu probabiliste pour tenir compte un peu des aspects aléatoires. Donc ça, c'est une thèse prochainement qui, j'espère, va aboutir pour travailler sur ce sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire donc pour essayer d'anticiper le comportement des cours d'eau? C'est
imaginer, anticiper et agir sur les potentiels axes secondaires, surveiller l'évolution des dépôts sédimentaires. Alors pour les crues courantes, hein, l'idée c'est de voir aussi, ne pas attendre qu'une crue arrive, c'est de surveiller le cours d'eau. Est-ce qu'il, dans son mode de fonctionnement normal, il accumule des sédiments, des bancs sédimentaires, est-ce que ces bancs sont mobiles, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça qui nous informent sur l'activité, la vie sédimentaire d'un cours d'eau, et également la végétation qui va se mettre en place sur ces dépôts. Le forçage hydrologique, il ne faut pas oublier la période post-crue, parce qu'en fait, lorsque vous avez un forçage hydrologique important, pendant plusieurs mois, voire années, vous allez avoir un lit très instable, et les coups d'eau qui vont venir se produire sur ce lit vont générer beaucoup de transport, parce que le sédiment est meuble et est disponible pour le transport. C'est ce qui s'était passé dans les Pyrénées, avec la crue de 2012 qui a déstabilisé un peu, puis la crue de 2013 qui est venue finir le travail. Là, c'est un exemple de gestion post-crue. On va venir faire des enrochements et finalement, très vite, vous avez vu, il y a une érosion qui s'est rapidement mise en place parce que les dépôts étaient meubles et sont partis avec les premières eaux suivant la période post-crue. Maintenant, on va se déplacer encore une fois en tête de bassin pour voir un peu les forçages sédimentaires. Donc, il y a deux types de protection possibles. Elles sont soit structurelles ou non structurelles. Alors, structurelles, c'est tout le panel d'ouvrages qu'on va trouver en montagne, avec cette belle figure réalisée par mon collègue Guillaume Piton. Là, vous voyez les différents ouvrages avec des barrages, des seuils de correction torrentielle, etc. Et les méthodes non structurelles, ce sont le zonage et l'alerte. Par contre, comme vient de le rappeler Alain Gautron, c'est qu'on a peu de temps pour agir, hein. L'alerte, mettre en place des procédures d'alerte et surtout d'évacuation des populations, c'est très difficile, hein, en territoire de montagne. Donc, on privilégiera souvent le zonage et les ouvrages pour se protéger de ces événements. Alors, je vais revenir rapidement sur un ouvrage emblématique qui est le seuil de correction torrentielle. Alors, à l'origine, il a été construit principalement pour fixer le chenal principal du cours d'eau et éviter qu'il vienne taper dans les flancs, les flancs de versants, ce qui a permis de stabiliser ces flancs et aussi tous les travaux de reboisement qui a eu lieu par l'IRTM. Donc, sans ça, les jeunes pousses, les jeunes plants seraient partis par l'érosion. Donc ça, c'est un processus bien connu. Récemment, dans le cadre de la travail avec Guillaume Piton, on a travaillé aussi sur des expérimentations où on a injecté des sédiments dans un canal et de l'eau dans un canal au laboratoire, et on a regardé l'évolution dans le temps de la pente et du débit solide. Alors, ce qu'on peut voir sur cette figure, c'est que la pente, par moment, peut avoir des très grosses variations locales de pente, ce qui veut dire des volumes qui sont stockés, hein, et ça correspond, et lorsque cette pente diminue, on a un déstockage, donc là, on a un apport massif vers l'aval. Si on réalise la même expérience, les mêmes flux en entrée et sortie, mais cette fois en positionnant des seuils à l'intérieur de ce canal, ce qu'on va observer, c'est qu'en moyenne, les pentes et les débits solides sont les mêmes. Par contre, vous avez des événements avec une fréquence qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'on va casser la dynamique, on va complètement changer la dynamique sédimentaire lorsqu'on a des ouvrages. On a en gros le même débit solide qui va sortir du canal, parce qu'on ne stocke rien, ça, tout ce qui rentre sort, mais on a des amplitudes beaucoup plus faibles. Et ça, finalement, on rejoint un constat qu'a été fait M. Poncet en 1995, qui postulait que les barrages de correction torrentielle permettent de relâcher à petite dose, que le torrent relâcherait brutalement en masse. En d'autres termes, le torrent, au lieu de stocker pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, voire 50 ans, et puis tout d'un coup relâcher d'un coup son contenu, il va en permanence relarguer tout ce qui lui arrive parce que la dynamique est complètement contrôlée par cette segmentation du cours d'eau. Et donc, vous avez des sédiments qui arrivent en petite dose et plus souvent en aval du système. Lorsqu'on va se rapprocher des enjeux, alors il y a deux façons de se protéger. Alors il y a le premier, en amont des enjeux, on va créer des barrages de correction torrentielle. Alors là, il y a un document qui a été mis à jour également avec Guillaume Piton récemment, où on a toutes les règles de l'art qui sont disponibles. Sur ce type d'ouvrage. Lorsque vous allez vous déplacer en aval, donc on est vraiment près des enjeux cette fois, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faciliter le transit de la charge sédimentaire. Donc là, de façon un peu provocatrice, j'ai pris cet exemple de chenal où on voit que finalement c'est très propre, le transit a bien fonctionné, sauf qu'il était sous-dimensionné puisqu'on a débordé. Donc c'est un peu le problème de ces ouvrages, c'est qu'il faut surtout qu'ils soient dimensionnés par rapport aux événements qui sont censés transiter. En termes de protection non structurelle, alors il y a plusieurs recommandations, en tous les cas, qui peuvent être mises en œuvre. C'est déjà connaître son torrent, hein, quelles sont les connexions aux sources sédimentaires. On a vu l'exemple avec les Pyrénées tout à l'heure. Hein, quel est l'état de purge du torrent, donc quels sont les volumes en place. Est-ce qu'il y a des millions de mètres cubes qui sont prêts à nous tomber dessus, ou est-ce que c'est quelque chose le torrent est purgé? On peut connaître la nature des médaillons en place. On peut suivre l'activité sédimentaire du torrent, c'est-à-dire suivre les signes de réactivation sédimentaire. Et pour ça, on peut mettre en place des protocoles simplifiés de suivi, hein, avec des visites de terrain. On peut aussi utiliser des capteurs. Il y a pas mal de développements technologiques aujourd'hui qui sont intéressants.
Et finalement, on peut avoir une sensibilisation des populations sur le fonctionnement du torrent, avoir des guides, des bonnes pratiques. La première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas construire effectivement là où le torrent risque de créer des dégâts, et avoir des bons gestes lors des crues torrentielles. Alors, en termes d'outils, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des développements en outils. Là, par exemple, c'est l'utilisation d'un sismomètre sur l'écoute sur une crue torrentielle en contexte cyclonique à La Réunion. Donc, voilà ce qu'on va mesurer. Pour différentes fréquences, on va avoir des intensités de réponse liées au choc, hein, qui se produisent dans le torrent, qui se propagent jusqu'à l'instrument. Et là, en fait, je ne vais pas le détailler, mais on a plein d'informations qui nous renseignent même sur le transport solide dans ce type de signal. En termes de forçage sédimentaire, on a des outils aussi pour le zonage, hein, donc ça, c'est des outils plutôt morphométriques. On va mettre en relation des caractéristiques morphométriques du bassin versant. Alors, le critère de Melton, ça prend en compte la surface du bassin versant et la pente du bassin versant. Et on va le relier à la pente du cône d'éjection, et on voit qu'il y a une limite où on peut définir des zones liées plutôt au transport par charriage et des zones plutôt à lave. Récemment, dans le projet Hydrodémo, ils ont aussi produit des modèles statistiques qui permettent de relier des volumes produits par un bassin versant avec des périodes de retour de ces volumes, voilà, à partir des critères morphométriques du bassin versant. On va terminer cette partie par une très belle synthèse qui avait été faite par notre collègue Yann Kéféan du RTM, où il a recensé dans un tableau, finalement, en fonction du type de bassin versant, le type de mesure qu'il est possible de mettre en œuvre. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a plein de solutions et ce n'est pas toujours les mêmes qui seront adaptées en fonction des bassins versants. On voit, par exemple, il y a des surveillances des pluies, surveillance de l'eau, surveillance locale, et à chaque fois, ça ne sera pas toujours les mêmes outils qui sont les plus adaptés en fonction de la taille du bassin versant et de la rapidité d'occurrence du processus. On va terminer voilà, sur cette diapo. Je vous remercie pour votre écoute. On vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, je m'adresse à ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à poser vos questions dans le module QR ou à lever la main. Comme ça, je pourrais vous donner la parole directement. J'avais une première question pour Alain Gautron quand tu as parlé de Vigicru Flash qui serait adapté aux zones de montagne, en disant qu'il voilà, il y avait encore un travail à faire pour que ce soit opérationnel. Est-ce qu'il y a déjà des idées de délai, enfin, quand est-ce que ça pourra être opérationnel d'après Alors pour l'instant, il n'y a vous? pas de délai encore de prévu. Il y a déjà eu des évolutions en fait du modèle qui sont testées, voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'engagement parce que alors c'est assez phasé, hein, donc il y a déjà la faisabilité technique, donc on en est plutôt à ce stade-là, et après il y aura la mise en opérationnel. Donc pour l'instant, il n'y a pas de délai annoncé sur ces zones de montagne. D'accord, ok, merci. Donc j'ai une autre question quelqu'un qui vous demande si vous avez des pressions des riverains dans les zones construites pour retirer les atterrissements qui sont présents dans les cours d'eau, et quelle est votre réponse à ce sujet? Je pense qu'il n'y a pas une réponse unique qu'on puisse apporter à ça, hein. Je pense que cette pression, elle existe, elle est réelle, hein. Nous, on n'est pas gestionnaire, donc on n'est pas confronté à ça directement, mais c'est vrai que chaque cas est unique, on ne peut pas donner de réponse qui soit généralisable. Parce que le sédiment est important quand même dans certains cours d'eau. On ne peut pas enlever les sédiments systématiquement parce que ça fait partie de la vie du cours d'eau, hein. La qualité d'un substrat, etc., dépend de son renouvellement en sédiment. Par contre, dans certaines situations, surtout en contexte torrentiel où il y a des forçages sédimentaires, on peut parfois se poser la question, et il y a des endroits où, de toute manière, où systématiquement, il y a une protection des habitations par des ouvrages de plages de dépôt pour justement enlever les sédiments avant qu'ils arrivent aux enjeux. Donc vraiment, chaque cas est unique et c'est très difficile de donner une réponse à ce genre de questions. En sachant qu'après, il y a la question aussi de qui est gestionnaire du cours d'eau, hein, voilà. Donc, dans certains cas, on est aussi, c'est le riverain qui est propriétaire du cours d'eau, hein. Sur les grands cours d'eau, effectivement, on va être sur des grands gestionnaires, hein, voilà. Et la question, en sachant qu'aujourd'hui, clairement, la logique, c'est ce que disait Alain là, on est aussi dans une logique de gestion sédimentaire plus large que la gestion du risque. D'accord, merci. Une autre question. Pardon, j'ai perdu ma voix entre-temps. Une autre question qui demande quel type de modèle hydrosédimentaire vous utilisez. Alors actuellement, on a des travaux qui utilisent Télémac 2D développé par EDF,
Et aussi le logiciel Iber, alors développé par l'université espagnole. Ce sont les deux principaux modèles que nous utilisons en local là sur la place grenobloise, mais après il y a d'autres modèles qui existent, hein. Et là je parle du 2D, après il y a des modèles 1D, hein, qui sont notamment, il y a des modèles proposés par le RTM là, Evofond, qui vient il y a d'autres modèles 1D assez simples qui peuvent être mis en œuvre pour aborder la dynamique sédimentaire en torrent et en rivière torrentielle. Merci. Des modèles différents, donc, Il y a plusieurs sortes de suivant les modèles besoins. qui vont répondre à des questions différentes et qui sont plus ou moins simples à utiliser. Tout à fait. Alors, Freddy Servageant qui demande si vous comptez mettre en lien le réseau d'alerte avec FR Alert pour avertir la population. Je ne sais pas si vous gérez directement le réseau d'alerte. Alors, FR Alert de mémoire, c'est ministère de l'Intérieur. Alors, à ma connaissance, aujourd'hui, alors je serais prudent sur cette réponse parce que j'avoue que c'est la première fois qu'on me la pose, donc j'ai pas forcément tous les éléments. Aujourd'hui, pour tout ce qui est dispositif Vigicru, on est plutôt aujourd'hui sur des choses qui sont assez à l'échelle, on va dire, avec un peu d'anticipation. On n'est pas sur du réflexe. Donc pour l'instant, on est plutôt sur des logiques encore d'abonnement, voilà, où les gens en fait vont aller s'inscrire pour recevoir l'information. Voilà. Je ne sais pas aujourd'hui, mais je pourrais essayer de me renseigner et vous donner la réponse après. Si on envisage d'utiliser FR Alert pour ce type de diffusion, à ma connaissance, en tout cas, c'est pas le cas à court terme. Voilà. Mais peut-être que c'est des réflexions qui sont engagées pour le coup. Par contre, effectivement, sur ces questions du risque torrentiel aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif, on va dire, pleinement opérationnel. Donc, clairement, aujourd'hui, la question ne se pose pas. Voilà. Donc j'entends bien, en sachant qu'FR Alert, c'est quand même quelque chose d'assez récent, hein, et donc, voilà, qui est aussi en train de se développer. Je pense que petit à petit, il va inclure plus de possibilités, hein. Parce que jusqu'à présent, notamment, on était sur des questions de droit de diffusion, hein, sur ces questions de diffusion d'alerte automatique. Merci. Alors, j'ai des questions ensuite sur la méthodologie pour la cartographie. Est-ce que donc les travaux présentés dans Rythme pour les apports méthodologiques sur la cartographie de la susceptibilité aux crues et laves torrentielles seront repris dans le prochain guide méthodologique du RTM, donc pour l'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation des cours d'eau torrentiels? Là, je ne Je suis sais pas pas si vous avez une certain du réponse. tout que ce soit le cas. Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça, mais Ouais. peut-être que je ne sais pas si les gens du. Il y a Guillaume Piton, je pense, qui est là dans la salle. Je pense que lui a peut-être l'information. Je ne sais pas s'il peut répondre. Eh ben, il lève la main justement, je vais lui permettre de parler. Donc, Guillaume, vous avez juste à ouvrir le micro. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Oui, donc c'est une très bonne question. Le guide de préparation des plans de prévention des risques pour les cours d'eau torrentiels, donc à la fois torrents et rivières de montagne, est en cours de relecture finale au niveau du ministère et a déjà fait un passage auprès des services instructeurs et il doit normalement paraître cet automne. Dans ce guide, c'est plutôt les principes de cartographie de l'aléa dans les zones touchées par les enjeux qui est décrit. Il y aura normalement une annexe très synthétique qui devrait décrire les méthodes qu'on peut utiliser pour qualifier la magnitude des événements, donc qui était un petit peu la question qui était posée, puisque c'était plutôt une question qui portait sur comment cartographier les sources sédimentaires. Dans l'esprit, il a été choisi de ne pas intégrer des instructions techniques trop détaillées dans ce guide, parce que on espère que ce guide, il va persister pendant 10, 15 ans, peut-être plus, on verra. Donc, il reste plutôt conceptuel sur la cartographie de l'aléa et du risque, alors qu'on sait parfaitement que ces méthodes, tous les projets qui ont été cités là sont des projets qui sont relativement récents, et en fait, il y a des progrès qui vont être faits, il y a des atlas généralisés qui vont probablement apparaître dans les années qui viennent. Ça serait gênant que dans un guide méthodologique comme ça, on raccroche à une méthode publiée en, je sais pas, 2020 et qu'on taise
les progrès de cette science de la géomorphologie torrentielle qui ne fait que progresser. Donc, il y a des travaux en parallèle qui vont porter vraisemblablement sur la cartographie des zones sédimentaires et les progrès dans la qualification de l'hydrologie et de la production sédimentaire de montagne. Et l'idée du guide PPR, c'est plutôt de dire utiliser l'état de l'art. Et cet état de l'art, il progresse. Et voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Merci Guillaume. Merci. Alors, il y avait une autre question donc, de la même personne sur, d'après vous, donc, d'après votre présentation, l'enjeu principal pour la caractérisation de l'aléa crue torrentielle est la prise en compte de la disponibilité sédimentaire. Est-ce qu'il y a des méthodes qui sont cadrées pour évaluer ce facteur? Pas vraiment, enfin, c'est un peu la problématique, surtout quand on est en torrent, l'accessibilité des secteurs qui devraient être investigués pour vérifier cette disponibilité, elle n'est pas évidente dans le sens où les torrents sont souvent inaccessibles. Enfin, souvent, c'est les têtes de bassin versant qui sont concernées. Et quand on a un événement se produire en vallée, souvent les gens ne soupçonnaient pas qu'il y avait des choses qui étaient susceptibles de partir très en amont dans les bassins versants. Donc, ça dépend vraiment de l'accessibilité des bassins versants. En termes de comportement des cours d'eau plutôt dans les rivières torrentielles, là, il y a quand même des outils qui permettent de vérifier si le comportement, la vie sédimentaire du cours d'eau, hein. On a des outils pour quantifier finalement cette disponibilité sédimentaire, la mobilité sédimentaire, etc. Donc il y a des petits outils assez simples qui peuvent être mis en œuvre. Ça va du simple relevé suivi morphométrique, topographique, à des calculs simples aussi de mobilité à partir de lois connues de la vie sédimentaire, de la mobilité sédimentaire. Donc des outils, il y en a, oui, il y en a. D'accord. Donc alors après, j'imagine que si ces personnes ont des questions un peu plus précises, peut-être qu'on pourra leur donner vos contacts Bien sûr. pour rediriger vers les bons outils, les bonnes personnes. Merci. Alors, une question de Philippe Gatefin du département de l'Isère, qui dit que vous avez présenté des résultats avec des événements pluie, été, septembre, comme par exemple le Veldon 2005. Or, Eleanor, par exemple, en plein hiver, est arrivée avec de gros dommages, toujours en Veldon. Est-ce que il faudrait pas revoir l'approche puisque les périodes de désordre deviennent aléatoires et peuvent survenir tout au long de l'année? Alors, je suis allé un peu vite, hein, sur ce graphique parce que le temps est contraint. Globalement, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas sur le secteur là, grenoblois, il y a 2 périodes à risque. Il y a une période d'été. Alors dans l'analyse, en fait, il y avait un peu tous les types d'épisodes, hein, donc on a des épisodes qui peuvent être liés à du convectif et là, pour le coup, effectivement, donc sur des petits bassins versants, donc ceux-là, ils ont principalement lieu l'été, hein, parce que le risque convectif est quand même plutôt sur cette période-là. Puis après, il y a tout un volet d'épisodes, cette fois-ci plus structurés, type massif de Veldon. Et déjà, quand on regarde sur le passé, ils sont effectivement déjà répartis sur la partie hiver et été. Donc, on a déjà dans l'historique des phénomènes en hiver. Voilà, je ne suis pas rentré dans le détail du graphique, mais on voit déjà ces événements-là. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on peut imaginer dans les prospectives, c'est que avec les évolutions climatiques, on aura peut-être une intensification de ces épisodes en hiver, notamment avec la remontée de la limite plus neige. Voilà, donc effectivement aujourd'hui, déjà dans ce que je vous ai présenté, on a déjà des épisodes d'hiver. Voilà, donc c'est déjà le cas aujourd'hui, mais effectivement, on peut imaginer que dans le futur, la situation se renforce sur ces épisodes-là, voilà, et que leur fréquence soit effectivement plus importante. Merci. Et donc, une dernière question qui est écrite pour l'instant, qui rebondit en fait sur la première que je vous ai posée sur le retrait des atterrissements. Et il demande si vous établissez des programmes pluriannuels d'entretien et de retrait des atterrissements ou si, vu que en fait la présentation était un peu plus axée sur Ouais. la surveillance et la prévision. Bon, effectivement, nous déjà, on n'est pas gestionnaire, donc on n'établit rien du tout, hein, mais par contre, effectivement, quand on visite les syndicats, il y a des actions comme ça, effectivement, sur le lit du cours d'eau. Alors, c'est pas forcément des retraits, parce qu'aujourd'hui, on va pas forcément encourager le retrait des sédiments, mais plutôt leur remobilisation, c'est-à-dire les grattages, etc., pour permettre aux crues courantes de les remobiliser.
D'accord, c'est rare maintenant qu'on enlève du sédiment, on essaye au maximum de les laisser en cours d'eau. Hier encore, j'étais sur le Simbi en Vité-l'Isère où finalement, il y a toutes ces opérations de gestion de la végétation, de curage. Alors curage des bancs, surtout pour enlever quand il y a des sédiments très fins, hein, qui sont plus du tout mobiles et qui viennent fossiliser les bancs sédimentaires. Ces sédiments très fins qui viennent cimenter un peu le milieu avec la végétation qui se met en place. Donc là, ils font des grattages, ils enlèvent et ils trouvent des solutions locales pour restocker ces sédiments fins ailleurs. Mais par contre, tout ce qui est sédiments, meubles, graviers, etc., on ne les enlève pas. On va essayer de les remobiliser pour que les crues courantes les emmènent. Ah, mais effectivement, ces opérations, elles existent, elles se produisent. On n'en a pas parlé dans la présentation, mais effectivement, c'est partie de la vie de gestion des cours d'eau sur le long terme. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. J'ai pas d'autres questions. On a encore le temps, si voilà, on peut prendre quelques minutes en plus si jamais quelqu'un souhaite lever la main. Sinon, on s'arrête là. Merci en tout cas à tous les deux. Et c'était une présentation forte en contenu, avec beaucoup d'informations. Il y a la vidéo de toute manière pour ceux qui veulent revenir dessus. Voilà. Donc oui, le webinaire est enregistré et il y aura un lien de revisionnage. Eh ben, merci à vous. beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.